Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Est-ce que le mal blanc que vous combattez est sur le point de mourir aujourd'hui, symboliquement, je veux dire? Je pense que la question se pose plus sur la question de la domination en fait, hétérosexiste, la domination patriarcale, la domination raciale, qui est issue d'une longue histoire multiséculaire, voire multimillénaire pour la domination patriarcale. Donc en tout cas, cette domination-là est questionnée. Je ne pense pas que l'homme blanc soit en danger de mort, mais en tout cas, la position qui lui a été conférée par l'histoire est vraiment remise en question de manière de plus en plus profonde et protéiforme. Et ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose, y compris pour les hommes blancs. Mais est-ce que la démocratie est le bon moyen de faire avancer la cause des minorités, qui sont de fait des minorités? Je pense que tout système politique est imparfait. Le système démocratique, qui est celui qui a été l'option de nombreuses puissances, est un système en tout cas qui permet de dénoncer, sans risquer l'emprisonnement, sans risquer d'être privé de liberté. Mais ce n'est pas un système parfait. Je veux dire, on peut voir que dans certaines élections, il y a un taux d'abstention extrêmement important, donc de plus en plus de représentants et représentants politiques sont élus avec très très peu de voix, et que les gens qui s'expriment lors des suffrages, qui s'expriment le moins, ce sont les gens qui sont issus des quartiers populaires. Donc ça interroge effectivement sur le fait que les personnes issues des quartiers populaires, mais aussi les personnes jeunes, ne se reconnaissent pas dans le processus démocratique, choisissent de s'en retrancher et de ne pas désigner les gens qui, malgré tout, vont avoir un très très fort impact sur leur destinée. Donc il y a une vraie interrogation, en tout cas une vraie crise, je pense, aujourd'hui, dans de nombreux pays, quant à la légitimité de cette forme de représentation et quant à sa capacité véritablement à faire entendre toutes les voix. Et je pense qu'en France, le problème, c'est la Ve République. On parle souvent de monarchie constitutionnelle. C'est une république qui a été forgée sur mesure pour Charles de Gaulle en 1958. Et c'est vrai que c'est une république qui, lorsque le président n'est pas en situation de cohabitation, c'est-à-dire que le Premier ministre ou la Première ministre, mais bon, il n'y en a eu qu'une, donc, est issu du même groupe politique que le président, et bien le président français est celui qui dispose du plus grand nombre de pouvoirs parmi toutes les puissances occidentales. Et je crois qu'il faudrait vraiment songer à changer de république, et en tout cas à mettre en place un système qui permette à la représentation nationale d'être véritablement une représentation nationale, parce qu'aujourd'hui elle ne l'est pas. Elle donne vraiment la prime en fait au parti le plus fort, et puis au président de la République de pouvoir être exposé à une remise en question à partir du moment où il y a une contestation populaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais justement, qui, pour faire ces réformes, pour vous représenter dans le panel des candidats pressentis ou annoncés aujourd'hui pour la présidentielle? Sur la question des droits des femmes, des droits des minorités de genre, minorités raciales, des personnes qui sont en situation de handicap, etc., c'est vrai que les personnes qu'on entend le plus, alors on ne connaît pas l'ensemble des personnes qui sont candidates pour l'élection présidentielle, mais c'est plutôt évidemment, pour moi c'est une évidence, mais c'est plutôt à gauche qu'on entend en tout cas un intérêt pour ces questions-là, et celle que j'ai entendue le plus formulée. Une préoccupation par rapport à ces questions, c'est Sandrine Rousseau qui se présente à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai qu'elle dispose d'une surface médiatique beaucoup moins importante que la plupart des candidats. Elle a très peu de chance, effectivement, d'être candidate et en tout cas d'être élue. Alors qu'elle semble avoir un soutien qui est un peu en décalage avec la place qu'on lui donne dans l'espace médiatique, donc c'est assez surprenant. Mais c'est vrai qu'en dehors d'elle, je n'ai pas entendu beaucoup parmi les candidats des gens prendre la parole. Après, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup évolué durant le dernier quinquennat et qui a quand même fait le choix de ne pas prêter le flanc à des polémiques, qu'elles soient sexistes ou racistes, en prenant une forme de distance. Et j'ai l'impression qu'en interne, dans son parti, un travail a été fait pour que lui soit sur une posture moins, moins statutaire, mais vraiment du point de vue d'une espèce de mythologie républicaine qui, en étant hermétique à la considération des minorités, en fait, finalement, ne fait qu'entretenir le consensus majoritaire et un universalisme de façade, qu'un universalisme, pour moi, qui perpétue des dominations, puisqu'en fait, il n'est pas universaliste. Et pourtant, c'est un vieux mâle blanc. Absolument, comme quoi c'est pas une tare génétique. Je veux dire, on peut pas tous les abattre. Exactement. De toute façon,
Je pense qu'à partir du moment où on pense individu, on se trompe. Il s'agit vraiment d'un pouvoir. Quand on parle de blanchité, on ne parle pas des blancs de manière individuelle, mais on parle véritablement du pouvoir en fait que la société en fait leur a conféré du fait de domination qui ont été construites dans l'histoire. Donc c'est pas le corps du mâle blanc qu'il faut abattre, mais vraiment le pouvoir en fait qui est associé, qui est un pouvoir qui nuit en fait et qui détruit. Donc oui, dans cette prédation qui a été organisée par des puissances occidentales et au bénéfice au départ d'hommes blancs, puisque les femmes n'avaient pas les mêmes droits ni économiques ni politiques. C'est ça qu'il faut déconstruire. Et aujourd'hui, les héritiers les gens qui sont héritiers de ça, quand ils prennent l'initiative de le questionner et de le déconstruire, sont des alliés de la cause en fait, qui consiste à abattre la puissance blanco-centrée, hétéropatriarcale. Le capitalisme semble justement très sensible aujourd'hui à la cause des minorités. On vient de voir récemment le partenariat entre la marque de chaussures Louboutin et Assa Traoré. Cette récupération, vous la trouvez bénéfique pour la cause des minorités ou pas ? Je pense que parmi les marques, il y a effectivement une volonté de bénéficier en fait, de l'aura que représentent ces combats pour les droits civiques. Après, je pense qu'il ne faut pas enlever le fait que Christian Louboutin, c'est un individu qui a une sensibilité personnelle par rapport à ces questions-là, parce qu'il a une trajectoire personnelle. Alors, on entend bien évidemment que Louboutin, c'est une marque qui est détenue par un groupe et que les actions du groupe ne vont pas forcément toujours dans le sens de la défense de ces questions-là. Mais je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est faire c'est pas faire un procès, parce que c'est vrai qu'il y a du social washing dans les marques. Et je le nie pas. Il y en a beaucoup, même maintenant. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de marques qui s'associent, comment dire, à des activistes pour avoir un écho, pour que les luttes de ces activistes aient un écho sur leur image. Mais c'est vrai que si, par exemple, on prend l'exemple de Nike, ce que je trouve intéressant, c'est que Nike a soutenu Colin Kaepernick, qui est le footballeur, en fait, qui avait décidé de mettre un genou à terre lors du chant de l'hymne national américain, et qu'en fait ce joueur a perdu toutes ses opportunités sportives, et finalement la seule entité qu'il a soutenue, c'est une marque qui lui a permis de continuer à vivre. Donc, c'est une alliance objective en fait. Disons que finalement, en tout cas, à titre individuel, il a perdu. En fait, sa carrière s'est arrêtée le jour où il a voulu finalement s'élever contre le racisme. Et elle s'est poursuivie en fait dans la publicité et dans l'alliance avec Nike. Donc c'est malheureux. Mais finalement, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Et je pense qu'une femme comme Assa Traoré a intérêt à utiliser tous les leviers pour que sa lutte ne soit pas oubliée. Et je crois qu'elle a quand même réussi à faire en sorte qu'on continue à parler de son frère qui est mort depuis 5 ans et pour lequel elle recherche quand même une réponse à travers la justice. Donc voilà, mais c'est une vraie discussion, je pense. Ça vous montre le pouvoir que vous détenez aujourd'hui, hein. Je ne le considère pas comme un acquis, parce que j'ai quand même le sentiment que, et quand on est une femme, en particulier quand on appartient à une minorité, en tout cas un groupe minoré, on est toujours sur un strapontin et qu'on peut toujours être emporté et donc expulsé de l'espace public à l'aune d'une polémique, à l'aune de décisions qui ne nous appartiennent pas. Donc j'ai quand même la conscience de la fragilité de mon statut, en tout cas. Pourquoi justement un strapontin ? Parce qu'en fait, on n'est pas... on n'est pas propriétaire de l'espace public, c'est-à-dire qu'on y est, mais l'accès à l'espace public est conditionné à plein de choses. Par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai effectivement cet accès-là, la possibilité d'exprimer les idées qui me sont chères, mais en fait, on est très peu nombreux et très peu nombreuses. Ce qui fait que la charge qui repose sur moi, en fait, est particulièrement importante, là où les personnes qui se positionnent comme étant mes adversaires idéologiques sont très nombreuses. Et donc, du coup, si l'une disparaît, une autre sera là pour continuer à relayer le même discours, là où en fait beaucoup de choses reposent sur ma personne. Donc à chaque fois que je fais face à une polémique, je ne dis pas que je suis fragilisée, hein, parfois les polémiques me renforcent parce que je reçois beaucoup de soutien, mais c'est très compliqué parce que déjà, juste sur le plan individuel et humain, être confronté à une polémique, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc c'est coûteux sur ce plan-là. Et puis des fois, on a envie de faire autre chose, tout simplement de proposer son travail et de le voir reçu comme le travail qu'il est. Et donc, je réalise malgré tout que ma parole a un impact, et elle a un impact qui est aussi renforcé par le fait qu'elle a un écho international. Le fait d'écrire pour le Washington Post, par exemple, c'est important parce que ça me permet de poser un regard sur la France, mais pour un lectorat qui est international. Et
Et cette position-là ne dépend pas de la France. Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup et je pense que c'est important dans les temps que nous traversons en France et dans les mois qui vont venir, puisqu'on va rentrer dans une campagne présidentielle. Donc ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur et ça me permet effectivement d'imposer en fait, mon regard en dépit des tensions qui peuvent régner dans la France à l'intérieur des frontières françaises. Bien justement, hein, si le duel qui s'annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se réalise, vous allez faire quoi? Barrage? Parce qu'en fait, ce qui pose problème dans ces duels, c'est que la personne qui est élue, donc quand c'est Emmanuel Macron, considère que les votes qui lui ont été communiqués sont un blanc-seing pour après faire un peu ce qu'il veut. Et puis qu'on a vu quand même un quinquennat où une partie du gouvernement courait un petit peu après l'approbation des voteurs. Des électeurs, un anglicisme, des électeurs ou électrices potentielles de Marine Le Pen. Et c'est vrai que quand on voit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire face à Marine Le Pen qu'il la trouve trop molle, et quand on entend Marine Le Pen sur une radio publique dire qu'effectivement elle n'a pas envie d'aller sur un terrain aussi violent que celui qui est adopté par le gouvernement, ça fait peur en fait. Ça pose vraiment des questions sur finalement quand on ne vote pas, enfin en tout cas quand on vote contre Marine Le Pen, est-ce que finalement le message est bien compris? Et donc je pense en tout cas qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire comprendre à la personne qui serait face à Marine Le Pen si elle accède au second tour, doit vraiment s'opposer à elle, y compris dans son mode de gouvernement. Donc je pense que je vais prendre une décision qui sera celle de faire blocage à Marine Le Pen. Voilà. Mais honnêtement, je ne veux pas que ce vote soit considéré comme un blanc-seing et comme une carte blanche en fait pour qui serait élu face à elle. Mais dans les faits, hein, selon les sondages, l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas le même que celui de Marine Le Pen. C'est vrai, et je pense qu'il faudrait le répéter en fait à Emmanuel Macron et aux membres de son gouvernement, parce que dans les actions, les options qu'ils prennent, on a l'impression qu'ils courent après un électorat qui ne sera jamais le leur. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que ce soit pour eux ou pour les forces de gauche, enfin, cette facilité en fait, à plonger dans toutes les polémiques qui sont déclenchées par le Rassemblement national, à se rendre en fait à la manifestation des policiers sans questionner en fait l'agenda qui était derrière cette manifestation. Bien sûr qu'il faut soutenir les fonctionnaires qui dans l'exercice de leurs fonctions sont exposés à des violences, ça c'est important, mais est-ce que c'est en soutenant une politique plus répressive qu'on le fait? Est-ce que quand on est à gauche, on ne peut pas se dire qu'il y a une manière de gauche de soutenir la police? Par exemple, les conditions de travail de la police sont abominables. Ce qui tue le plus les policiers aujourd'hui en France, c'est le suicide. Donc peut-être qu'il y a un discours de gauche en fait à avoir sur ça. Et plonger en fait, courir bêtement, j'ai envie de dire, après l'extrême droite, dès lors qu'elle décide que c'est tel sujet qui compte et qu'il faut l'aborder de telle manière, c'est une erreur que fait non seulement La République En Marche, mais aussi clairement le Parti Socialiste, une partie d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'il n'y a pas de discours critique en fait. Et quand on entend le responsable du Parti Socialiste expliquer que, avant de se dédire, mais expliquer que la police doit avoir un droit de regard sur la justice, là c'est vraiment méconnaître la stricte séparation des pouvoirs qui fonde notre démocratie. Et c'est inquiétant quand même. Je trouve que c'est pas très rassurant. Donc c'est aussi en ça que je trouve qu'il y a une erreur, c'est de croire que ça va leur apporter des voix d'extrême droite. En fait, ça leur apporte juste le discrédit vis-à-vis de leurs électeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme Rachel Kahn récemment, hein, vous accusent de faire le lit de l'extrême droite avec votre radicalité, d'être des alliés en quelque sorte objectifs de Marine Le Pen? En fait, moi, ce qui m'étonne chez des personnes comme elle, mais pas seulement, c'est que leur critique se porte uniquement sur des personnes non blanches qui dénoncent le racisme. Pour avoir lu son livre et suivi ses interviews, les personnes c'est un livre qui vient de paraître. Les personnes qu'elle dénonce, c'est effectivement moi en premier lieu. Hein. Elle emploie mon nom à plusieurs reprises dans son livre en me qualifiant de pyromane, de personne qui a une mauvaise influence sur la jeunesse, mais elle critique aussi l'actrice Aïssa Maïga qui avait dénoncé le manque de diversité que chacun et chacune peut constater dans le cinéma français. D'ailleurs, elle avait coécrit un livre avec Aïssa Maïga avant de changer de bord politique, hein, si je puis dire. Elle critique Lilian Thuram, qui est quand même connue pour dénoncer le racisme. Elle critique la chanteuse Camélia Jordana. Elle critique une autre chanteuse, Iseut, qui sont des chanteuses qui dénoncent l'absence de pluralité dans leur industrie. Elle s'en est pris à d'autres personnes dans ce sens. Et
Et en même temps, il n'y a pas un mot sur Éric Zemmour, il n'y a pas un mot sur des gens qui sont d'extrême droite, qui tiennent des propos racistes de manière quasi quotidienne et qui attaquent les droits des minorités, les droits des femmes. Je dirais, Éric Zemmour, on parle beaucoup de son racisme, mais sa misogynie, son homophobie sont aussi des dangers, je pense, pour notre santé démocratique. Donc moi, je trouve curieux, en fait, qu'une personne puisse considérer que le problème en France, c'est moi, une femme noire qui est antisexiste, antiraciste, qui essaye de se positionner comme étant une alliée des personnes LGBTQIA, et pas l'extrême droite qui est vraiment à nos portes, je pense, et qui pour moi crée de la haine et crée de la violence. Et je trouve qu'il y a une erreur, en fait, une grave erreur politique qui est en train d'être produite en s'en prenant à des gens qui n'ont pas de pouvoir. Enfin, c'est-à-dire que ce que je dis n'est porté par aucun parti. Ce que dit Éric Zemmour est porté par le Rassemblement national. Donc ce que je dis, en fait, aujourd'hui, n'a quasiment aucune chance d'arriver au pouvoir en France. Mais votre discours radical, identitaire, est très critiqué, hein, y compris dans votre camp, y compris parmi les féministes. Vous répondez quoi ? Disons que moi, la radicalité, j'ai toujours du mal à la définir. Pour moi, quand on prend la racine latine du terme, c'est la racine. Radical, ça vient de ça, ce terme-là qui signifie racine. Et être à la racine d'un combat, considérer qu'effectivement, il faut être exigeant, pour moi, c'est une radicalité qui n'est pas négative, en fait. C'est au contraire, oui, dire que les droits des femmes ne sont pas négociables et dire que les droits de toutes les femmes doivent être inclus dans cette lutte, c'est important. Qu'il y ait une division sur la question, par exemple, du port du foulard, moi, ça me dépasse. Je veux dire, si on estime que le port du foulard est l'expression du patriarcat, moi j'estime par exemple que le fait que les femmes soient soumises à des injonctions à la beauté qui provoquent peut-être des régimes, du recours à la chirurgie esthétique qui est dangereux pour la santé, c'est aussi une formulation du patriarcat. Est-ce que je vais m'opposer aux femmes qui ont recours à des régimes ou à la chirurgie esthétique ? Non, parce qu'en fait elles ont quand même leur libre choix et qu'on peut avoir une interrogation en fait sociétale, mais pas une interrogation qui va s'opposer aux femmes. Vous-même vous blondissez vos cheveux, hein ? Oui, tout à fait. Pour quelle raison ? Parce que j'aime bien, je trouve que c'est une couleur. En fait, c'est vrai que j'avais les cheveux. Mes cheveux sont naturellement très très noirs, mais je trouve que ça illumine. En fait, c'est ma coiffeuse qui me l'a suggéré. Je trouve ça en même temps, le blond, c'est quand même une couleur. Voilà, une couleur qui va à l'encontre. Enfin, je veux dire, qui est la couleur un peu antithétique du noir. Oui, mais la plupart des femmes qui sont blondes, en tout cas en France, ne sont pas blondes naturellement. Donc je vois pas pourquoi je me priverais de faire ce choix qui est quand même le choix de On a vu pendant le confinement quand même que beaucoup de personnes n'avaient plus accès à leur coiffeur, qu'il y a eu une petite panique de la part des personnes qui ne portent pas leur couleur de cheveux naturelle. Donc non, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir jouer de ça et jouer des codes. On parlait tout à l'heure par exemple des femmes musulmanes qui portent le foulard. Je suis aussi musulmane, je ne porte pas le foulard. Et pour moi c'est important justement que parmi les musulmanes il y ait un choix. Moi j'ai pas envie de le porter, je pense que j'en aurais jamais envie, mais j'ai pas envie d'imposer mon choix à des personnes qui ne sont pas moi en fait. Et Rokhaya Diallo, candidate à la présidence, c'est quelque chose qui va arriver ? C'est pas dans mes projets. J'ai été approchée politiquement à plusieurs reprises au cours de ma trajectoire. J'ai toujours décliné parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais que je voulais pas être la créature d'un parti. Donc j'avais besoin d'avoir ma propre assise pour éventuellement prendre la décision d'entrer en politique au sens politicien du terme. Après, je considère que toute prise de parole dans l'espace public est politique et j'ai pas envie, pour l'instant, je pense que j'en aurais jamais envie. En fait, c'est pas mon désir. Je m'épanouis davantage dans la création, dans l'écriture. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui occupe le plus mon temps, c'est vraiment la réalisation documentaire, l'écriture. Et c'est vrai que si je me place il y a 10 ans, si j'avais fait le choix d'entrer en politique, je ne pense pas que j'aurais eu le même impact que le système. Voilà, en étant là, en dehors, j'ai pas vraiment à répondre à la discipline d'un parti, à des décisions qui sont prises collectivement. Et puis, je peux choisir en fait les actions que je mène sans devoir en fait stratégiquement me dire que je mets plus l'accent sur tel aspect de mon engagement que sur d'autres parce que par rapport à une stratégie de conquête du pouvoir, c'est peut-être moins opportun, etc. Donc aujourd'hui, je suis bien à la place où je suis et j'ai pas du tout envie de me présenter à l'élection ni en 2022 ni après. Et si Marine Le Pen est élue quand même, qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis prête, en fait, je suis prête, j'ai envisagé cette hypothèse et je me prépare à l'idée de résister, tout simplement. Mais en France ou aux États-Unis ? Bonne question.
Je ne sais pas. Le fait que je parte ou non aux États-Unis ou ailleurs, je pourrais aussi aller à Dakar, je pourrais aller, il y a d'autres endroits où j'ai des attaches, n'est pas conditionné à l'élection de Marine Le Pen. C'est-à-dire que je pourrais partir de France pour d'autres raisons. Après, où que je sois, je serai toujours française et je serai toujours active politiquement par rapport à ce qui se passe en France. Donc le fait de ne plus être physiquement sur le territoire français ne m'empêchera pas à continuer à produire de l'écrit et à réfléchir sur ce qui se passe en France parce que c'est mon pays de naissance et j'y ai un attachement très fort. Après, je pense que si Marine Le Pen est élue, je pense déjà qu'il faut réfléchir au fait qu'il y a quand même des élections législatives après. Et donc tout ne se joue pas uniquement lors de l'élection présidentielle. Et après, il faut résister en fait, mais résister contre la montée de l'extrême droite. C'est pas en 2022 qu'il faut commencer. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, sur lequel j'alerte. Et c'est vrai que quand je vois certaines de mes interventions, on m'a envoyé il n'y a pas longtemps le lien vers une de mes interventions qui datait d'il y a 10 ans. J'avais vraiment l'impression de parler de choses qui étaient beaucoup plus proches d'aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de dire, si elle gagne, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé de prévenir. Ça fait quand même longtemps que ces idées gangrènent la vie politique et malheureusement, des gens n'ont pas la force en fait, d'opposer un discours radicalement différent et radicalement en opposition. Je vous remercie beaucoup, Rokhaya Diallo. Merci à vous.